Kira-Bakar Adakolo, bonjour. Bonjour Madame Onguena. Oh, appelez-moi Anne. Tout Mayotte m'appelle Anne. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Ben, ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler politique ensemble ce matin. On va parler notamment, pour commencer, de la loi Mayotte et puis après on parlera des présidentielles. Alors, dites-moi, cette loi Mayotte, vous avez lu le texte. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, la lecture de ce texte? Alors, à la lecture de ce texte, j'ai été vraiment étonné de voir qu'après les annonces d'une loi programme, une loi de programmation pour le développement de notre département, j'étais étonné de voir qu'il manque vraiment de volonté d'accélérer le développement. Parce que Pourquoi vous dites qu'il manque une volonté d'accélérer le développement? Il y avait quand même un certain nombre de choses dans ce texte. Je pense notamment pour la construction de la piste longue, la possibilité de renforcer le contrat de convergence. Enfin, il y avait quand même beaucoup de choses pour aller dans le sens du développement des infrastructures. Je pense aussi à l'EPIC, qui devait aussi, en théorie, même si les élus mahorais n'ont pas du tout aimé cette proposition, le but, c'était quand même de pouvoir construire des infrastructures. Alors, madame, il est vrai que les travaux de la piste longue ont été évoqués dans ce texte, mais on sent qu'il n'y a pas d'engagement. D'abord, il faut resituer les choses. C'est que le président de la République, quand il est venu ici en tant que président de la République, il avait annoncé que les travaux de cette piste longue allaient commencer 18 mois après sa visite. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, quand on lit ce texte, on voit que l'engagement, notamment financier et en termes de calendrier, le compte n'y est pas. Vous voulez dire qu'en fait, il n'y a que les millions du conseil départemental qui ont été votés, fléchés, et que la part du gouvernement n'a pas été mise. C'est ça que vous voulez dire? Non, ce n'est pas ça. C'est que l'engagement n'est pas formel en termes de calendrier et de délai. D'accord. On voit que sur le texte, on parle de 2 ans à partir desquels les travaux pourront commencer. Ce n'est pas ça que attendaient les Mahorais. Et qu'est-ce qu'ils attendent, les Mahorais, monsieur Adakolo? Les Mahorais attendent un engagement ferme sur la construction de la piste longue de Mayotte pour désenclaver par voie aérienne l'île afin d'accélérer ce développement. Les Mahorais attendent également des budgets départementaux et régionaux aux standards nationaux de droit commun pour permettre aux collectivités locales d'investir sur le développement de Mayotte. Moi, quand on m'annonce une loi programme, un projet de loi relatif au développement accéléré de Mayotte, je suis désolé, je ne vois pas les éléments dans ce texte qui me permettent de croire que le développement va être amorcé. Alors, comme les élus qui se sont tous opposés à la mise en place de cet établissement public pour porter les projets d'aménagement, vous aussi, vous étiez défavorable à cet établissement public? Moi, je suis complètement défavorable. Pour quelle raison? Parce que, vous le savez bien, il y a une tradition en France qui parle des millefeuilles. Oui, c'est vrai, le millefeuille administratif, on en souffre tous d'ailleurs. On a l'impression que cet établissement est un énième organisme qui s'ajoute à ceux qui existent déjà ici. Et je signale que les mêmes organismes, ce sont les mêmes qui décélèrent le développement de Mayotte. La DEAL ici ne fait qu'empêcher le développement de Mayotte et n'en parlons pas des autres services déconcentrés de l'État. Alors le ministre des Outre-mer, pour justifier la création de cette EPIC, disait que dans le contrat de convergence qui court en ce moment et qui arrive à son terme à la fin de l'année 2022, 608 millions d'euros étaient à la main des collectivités territoriales pour initier des projets et qu'à date, donc à début 2022, seulement 93 millions avaient été fléchés. Et il disait donc qu'il y a besoin d'ingénierie pour pouvoir lancer, porter des projets et du coup les financer à l'intérieur de ce contrat de convergence. Vous en pensez quoi de ça? Vous pensez que ce sont les administrations locales qui empêchent les projets d'émerger? Ce sont les lourdeurs administratives locales qui empêchent. Pire, ce sont les manques de décision. Parce que Mayotte a besoin de se développer. Mayotte a besoin de se libérer les énergies pour que les choses avancent. Malheureusement,
Encore une fois, on revient à la question des millefeuilles. Il y a des blocages au sein des administrations déconcentrées ici. Qu'est-ce que vous avez pensé, en tant qu'observateur, avisé de la vie politique, qu'est-ce que vous avez pensé du vote du conseil départemental, c'est-à-dire ce vote défavorable, et puis une liste adjointe de ce second vote avec une liste de remarques et de propositions qui est d'une certaine manière un non au texte, mais on peut continuer à travailler. Comment vous avez, comment vous avez interprété ce vote du conseil départemental, le non mais? Alors, moi je crois que le conseil départemental a eu raison de voter non à ce texte. Oui. Parce que c'est unanime, le compte n'y est pas. D'accord? Ce que les Mahorais attendaient ne se retrouve pas dans ce texte, l'essentiel. D'accord? Il y a quelques avancées en matière d'immigration, en matière d'évolution des institutions, mais l'essentiel, le développement n'est pas au rendez-vous. Maintenant, on voit deux choses. D'abord, la condescendance du gouvernement. C'est-à-dire condescendance? Vous voyez, quand le gouvernement annonce une loi de programme, qui n'en est pas une, puisque finalement nous nous retrouvons avec deux lois, une organique pour organiser le fonctionnement du département-région, voilà, et une autre loi organique, ordinaire, qui prépare un certain nombre d'éléments pour faire évoluer les choses à Mayotte. Ce n'est pas en aucune façon une loi de programmation, et donc quand les élus et la population se montrent hostiles à ce texte et que le gouvernement ne daigne pas venir discuter, négocier pour trouver un compromis et non une compromission, parce que souvenez-vous, ce n'est pas la première fois que, d'ailleurs, il faut souligner que l'avis du conseil départemental n'est que consultatif. Bien sûr. Donc, c'est un avis. Voilà. Nous avons le souvenir ici d'une ministre à la départementalisation de Mayotte, quand elle a proposé les lois organiques du département de 2009 et 2010, les élus avaient émis un avis défavorable. Tout à fait. La ministre en question était venue négocier. 48 heures après. Trouver un consensus, un compromis et non une compromission, parce que nous avons l'impression ici qu'il y a une sorte de compromission qui est en train de se jouer. D'ailleurs, je m'étonne que le sénateur Tani Mohamed Swalihi, en quelque sorte, joue le service après-vente ou le VRP du gouvernement. Je rappelle que M. Mohamed Tani est élu par la population pour défendre les intérêts de la population et non les intérêts ou les stratégies du gouvernement. Donc c'est ces deux choses-là que j'observe. Donc il appartient maintenant au gouvernement. Ce texte-là ne peut pas être enterré. Il faudrait que le gouvernement accepte de négocier. Sinon, c'est là où je parle de condescendance, puisqu'ils ne veulent pas procéder... Le ministre des Outre-mer, dans les colonnes de France Mayotte Matin, a annoncé que puisqu'il y avait eu vote défavorable, le projet de loi en l'état était bloqué, que donc il sauvait toutes les mesures régaliennes, notamment sur l'accession, durcir les conditions d'accession à la nationalité, en passant les 3 mois de résidence à 1 an, également tout ce qui va être relatif à la possibilité d'aller beaucoup plus loin en mer, au-delà des eaux territoriales pour les forces de l'ordre pour intercepter les kwassa, et puis également la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité via les modifications sur l'état civil, que tout ça allait être sauvé dans la loi LOPMI du ministre de l'Intérieur. Qu'en est-il d'études de séjour territorialisées, d'exception? Il n'y a pas de discussion sur le sujet pour l'instant. Voilà. Qu'en est-il des vraies mesures de lutte contre l'insécurité à Mayotte? Avant ce temps de parole, j'ai écouté vos informations. Oui. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, à Kaweni et à Cavani, des meurtres de monsieur. Voilà, deux monsieur qui perdent la vie, poignardés à ciel ouvert, sans que personne ne réagisse. Donc voilà ce que les Mahorais attendent.
l'insécurité, la lutte contre l'immigration clandestine, le développement accéléré de Mayotte, effectif, non pas la convergence, mais l'alignement des droits sociaux au niveau du droit commun, comme pour les autres territoires métropolitains et des autres DOM. Alors, dans la loi Mayotte, il y a le dernier titre, le titre 5, qui est relatif aux transformations institutionnelles. Donc, une thématique qui a été, pendant le mandat précédent du Conseil départemental, largement abordée et portée aussi par l'ancien président et par le sénateur Tani, que vous évoquiez tout à l'heure. Quand vous avez lu ce titre 5, vous avez été satisfait des propositions du gouvernement? Alors, je vous signale que ce n'est pas le titre 5, mais le titre 4. Le titre 5 porte sur les dispositions financières. C'est le titre 4 de ce texte qui porte sur la modernisation du Conseil départemental et des institutions. D'accord. Voilà. Et donc, moi, personnellement, en tant que politiste, d'ailleurs, parce que je suis spécialisé dans l'analyse des politiques publiques institutionnelles, je suis satisfait qu'on conforte le statut de département dans son caractère départemental et régional, puisque nous passons à travers cette proposition, ce projet, d'un statut de collectivité unique à un statut de département-région. Comme les autres départements d'outre-mer d'ailleurs. Voilà. Pas vraiment, mais bon, on passe. Deuxième chose, je suis contre le fait de mettre en place des institutions qui ne s'apparentent pas à des institutions départementales, mais à des institutions plutôt de territoires autonomistes. Alors expliquez-nous ça, M. Adakolo. Quand on parle d'Assemblée de Mayotte, oui, c'est une forme d'institution qui n'appartient pas à un département. Les départements sont des conseils départementaux. D'accord ? Maintenant, puisqu'on a vocation à devenir un département-région, on peut appeler l'institution délibérante conseil du département-région, mais assemblée où les conseillers de l'assemblée... Vous rejoignez Daniel Martial-Henry et le MODEM là-dessus, puisqu'il a la même lecture que vous, finalement, de cette partie du texte. C'est Daniel Martial qui emprunte à mes idées, parce que nous en avons discuté ensemble, nous avons fait cette analyse ensemble, et c'est plutôt moi qui porte ces propositions, et lui, il suit le mouvement. D'accord ? En plus, le mode de scrutin, j'ai un peu discuté avec les Mahorais de base. Le Mahorais pense que ce mode de scrutin n'est pas forcément le bon. D'accord ? Les Mahorais aspirent à connaître un mode de scrutin régional qui sera basé sur les circonscriptions cantonales existantes actuellement. Parce que cette proposition faite par le gouvernement conduit à un déséquilibre. En tout cas, il n'y aura pas d'équité entre les circonscriptions. On va se trouver avec des zones où il y aura beaucoup plus, une écrasante majorité des membres des conseils départementaux émaneront de ces circonscriptions, alors que d'autres seront mal représentés. Bien sûr. Voilà. Vous vouliez qu'on parle également de la campagne présidentielle, puisque vous êtes engagé auprès d'un candidat. D'une candidate en l'occurrence, parce que j'appartiens au PRG, à laquelle appartient également Madame Christiane Taubira. Vous savez que déjà en 2002, elle avait concouru à ces élections présidentielles sous la bannière du PRG. D'accord ? 20 ans après, elle revient, mais cette fois avec la volonté de rassembler, d'unir la gauche. Mais ça semble compliqué. L'impossible n'est pas français. Mais vous ne pensez pas qu'elle va faire perdre encore plus son camp qui est déjà en grande difficulté? Écoutez, nous avons des candidats qui manifestement peinent à créer un dynamisme, à émerger. Voilà. Ils sont à la peine, oui. Voilà. Depuis quelques mois, Madame Christiane Taubira a proposé non seulement la primaire, mais aussi un dialogue pour unir les forces de gauche. Il y a 3-4 jours, tous ont refusé à l'issue de sa victoire éclatante à cette primaire populaire. Maintenant, il faut savoir que c'est vrai que sa victoire Christiane Taubira est la seule chance
de victoire de la gauche si les autres candidats de gauche veulent bien participer à ce projet. Je vous rappelle que François Mitterrand avait réussi ce pari avec son programme commun dans les années 70-80. Lionel Jospin avait également réussi avec la gauche plurielle. Maintenant, il faudrait que les autres forces de gauche permettent à Christiane Taubira de renouveler cette expérience. Mais monsieur Adakolo, si Jean-Luc Mélenchon, si Anne Hidalgo, si Fabien Roussel et les autres candidats ne retirent pas leur candidature, celle de Christiane Taubira, c'est une candidature de plus à gauche. Oui, mais c'est une candidature de plus, mais tout est possible. Nous sommes à 3 mois du scrutin. La campagne officielle n'a pas encore commencé. Je lance un appel à ces candidats qui peinent à créer ce dynamisme de la victoire, de se ranger autour de Christiane Taubira pour que la gauche triomphe et les Outre-mer, puisqu'il faut savoir qu'à travers la candidature de Mme Christiane Taubira, c'est l'Outre-mer qui est à l'honneur. Et nous-mêmes, nous, les ressortissants de l'Outre-mer, nous sommes également à l'honneur. Et alors, la gauche à Mayotte, Kira Bakar Adakolo, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Parce que vous prenez les anciens de gauche, ils sont plus au PS. Je prends Tani Mohamed Souaili, il est à La République En Marche. Vous prenez également Issiaka Abdillah dans le Nord, il est investi par les LR pour les législatives. C'est quoi finalement la gauche à Mayotte? On dit que Fahardine à Bandrabois pourrait soutenir un candidat aux législatives, La République En Marche. C'est mort la gauche à Mayotte, je vais vous dire, Anne-Constance, je vais vous dire que tous ces messieurs dont vous me parlez, ils sont tous grillés. Maintenant, ils sont tous grillés. Hein. Fahardine, il a bien gagné son élection il y a peu de temps. Oui, mais après, à quoi peut-on espérer? Alors, maintenant, il y a une nouvelle génération de jeunes Mahorais, que je représente d'ailleurs, dont je suis représentatif, qui va se ranger derrière Taubira. D'accord? Donc c'est ça la gauche maintenant. Et aujourd'hui, Christiane Taubira, le PRG, donc, et le mouvement derrière Christiane Taubira, c'est combien de jeunes responsables politiques comme vous qui se sont engagés derrière elle à date là? Alors, d'ores et déjà, nous sommes en train de nous organiser parce que vous avez vu que la première populaire ne se déroule qu'il y a 5 jours, je crois. Bien sûr. Et donc, d'ores et déjà, il y a une poignée de jeunes Mahorais, une dizaine de jeunes qui aspirent à organiser cette campagne. Et à se démultiplier sur le terrain. À l'abattoir, à Bandrélé, à Tsingoni, à Passamainti, à Bouéni, il y a des jeunes qui vont s'engager dans cette campagne pour donner la chance à Mme Taubira et à l'Outre-mer de triompher à l'occasion de ces élections présidentielles. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Adakolo. C'est moi qui vous remercie. Bon courage également pour cette campagne présidentielle. Merci. Et puis à bientôt, sur le plateau. Inch'Allah. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.